12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Au menu de notre table critique ce midi, de la bande dessinée et deux auteurs étrangers. La première nous vient d'Espagne. Elle raconte l'histoire de gangsters et de mafieux italiens à Brooklyn dans les années 70. La seconde s'appelle Ultrason, signée d'un auteur américain, Connor Stachult, et il nous plonge dans une atmosphère troublante, glauque et pas très rassurante. Et on en parle avec vous, Victor Massé de l'Épinay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et bonjour à vous, Joseph Ghosn. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture. Et on débute par la méthode Gemini, BD de Magius, paru chez Misma. Se da sol mi presento, io sono il trono. Toute l'intrigue est construite autour d'un nom de famille italien, Joe Guardi, d'un côté Mike, un apprenti boucher de Brooklyn, de l'autre John, un mafieux. Et c'est comme ça que le jeune Mike, à la gâchette facile, entre dans le monde des affaires, vol de voitures, trafic de drogue, assassinat. Mike est si doué qu'il reçoit le parrainage d'un important membre de la mafia sicilienne, Don Tonino. C'est lui qui aime l'opéra. Avec ce parrain, Mike va donc mettre en place sa fameuse méthode Gemini. Les couleurs de cette BD sont criardes, le langage est fleuri, il y a du sexe, des armes, de la sueur. Victor Massé de l'Épinay, est-ce que vous êtes attaché à cette bande de gangsters ? Attaché à la bande de gangsters, certainement pas, puisqu'ils sont tout sauf attachants. Attachés à cette bande dessinée, oui, beaucoup. Je me lève tout de suite en faux contre les couleurs criardes. Je ne trouve pas, il faut dire que... C'est vrai que c'est pas très gentil, ça, comme présentation. Toute cette bande dessinée est en 3 couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge, un peu les couleurs et le noir. On pense tout de suite au tableau de Mondrian, enfin c'est vraiment les couleurs comme ça. Et elles ne sont pas criardes, elles sont, je trouve, très belles. La couverture du livre, je trouve, est magnifique. Alors, on parlera certainement de ces choix graphiques. On va parler des chromatiques. couleurs, effectivement. D'abord sur l'histoire. Est-ce que cette histoire vous a embarqué ? Oui, alors c'est une histoire de mafia extrêmement classique d'un certain point de vue. Vous l'avez dit, vol de voitures, trafic de drogue, prostituées. Les Italiens de New York, avec les Calabrais d'un côté, les Siciliens de l'autre, les Napolitains ailleurs. Puis il y a aussi les Juifs, les Noirs, les Irlandais. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on connaît. Et Magius, cet auteur espagnol qui a une quarantaine d'années, prend ça non pas pour le subvertir, pour en faire quelque chose, pour faire un hommage. Il fait vraiment un récit classique de mafia. Et alors, ce qui est étonnant, c'est en effet le parti pris formel. Les couleurs, on les a évoquées. Et le dessin, ça ressemble à la fois du dessin des années 60, enfin du Walt Disney des années 30. Enfin, il y a un dessin très rond, tous les personnages se ressemblent, on va certainement en parler. C'est parfois pas facile de comprendre qui est qui. Et des vues de New York, des grandes vues de New York, dans des grandes images qui sont un New York de carte postale, un New York assez classique, assez épuré, avec des traits à la règle. La couverture, ça se passe à Brooklyn, dans cet endroit où on voit l'Empire State Building sous l'arche du Manhattan Bridge. Et moi, je trouve cette couverture magnifique. Elle dit beaucoup de ce que raconte cette bande dessinée, mais on va peut-être en parler dans quelques instants. Joseph Ghosn, un mot sur l'histoire d'abord. Rien de plus classique, c'est ce que vient de dire Victor, une histoire qui est d'ailleurs inspirée d'un vrai gangster. Hein. Oui, c'est une histoire inspirée d'un vrai gangster qui avait mis au point ce qu'on appelle la méthode Gemini, qui donne son titre au livre. Mais sa méthode Gemini consistait à assassiner les gens qu'il devait assassiner dans l'arrière de son café qui s'appelait Gemini. C'est une histoire vraie qu'on peut retrouver sur Wikipédia, etc. Le récit qui en est fait est effectivement un récit ultra classique,
Par classique, j'entends que dès les premières pages, on est pris dans cette espèce d'engouement, d'énergie, de frénésie qui est assez propre à certaines bandes dessinées, notamment les bandes dessinées américaines des années 70 ou 80, autour de la représentation de la violence, avec des personnages comme ça, qui sont très très archétypaux, voire assez caricaturaux, et avec notamment une mise en place à la fois d'éléments de violence, d'éléments de sexualité, et des rapports finalement que moi je trouve finalement assez primaires entre hommes et femmes, et aussi entre les hommes. Oui, très rapidement, on est effectivement dans les bas-fonds de ces quartiers-là, avec des assassinats, on se tire dessus, il y a des prostituées, il y a du sexe. On est plongé tout de suite dans cette ambiance-là. Tout de suite, c'est-à-dire, et dès les premières pages, on est dans la formation du personnage, c'est-à-dire qu'on le voit gamin en train de devenir assassin, se faire la main, et ça se passe entre les combats de rue, les prostituées autour, etc. Donc le décor est tout de suite planté, et on est immédiatement pris dans quelque chose qui moi, m'a évoqué beaucoup de choses, sans forcément me rappeler une chose en particulier. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait penser à quoi, par exemple ? D'un strict point de vue de la narration et de ce que ça essaie de raconter, et là où ça se situe, ça m'a fait penser sans doute un peu à ce que Will Eisner faisait, mais en beaucoup moins violent, c'est-à-dire d'aller chercher dans les bas-fonds ce qui se passe et essayer de restituer une sorte de langage. Ensuite, moi, ça me fait penser évidemment immédiatement à tout ce qui a trait à ce milieu-là, à cette façon de raconter, à la mafia en général. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la fois au film de Scorsese, mais aussi à un film comme Ghost Dog, avec ces personnages de mafieux un peu caricaturaux, dont on peut retrouver quelques traces ici, ou au Soprano. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a passé ça, pour moi, la façon dont l'histoire est racontée, ce n'est pas tant une histoire qui est une histoire de plus qui est racontée, mais j'ai l'impression que cet auteur-là, depuis l'endroit où il est, c'est-à-dire depuis l'Espagne, enfin depuis l'Europe, fait une bande dessinée sur ce qu'il a vu et ce qu'il connaît des autres façons de voir cette période-là, cette époque, etc. Vous voulez dire qu'il apporte rien, qu'il n'a pas de vision dans ce projet-là, à part raconter une histoire classique de mafia ? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, il y a quelque chose d'assez classique et de presque... pour moi, c'est une forme d'hommage à ce qui a déjà été fait sur le sujet. Et du coup, c'est un peu attendu, quoi. Très honnêtement, moi, ça me tombe un peu des mains assez vite. L'histoire me tombe des mains assez vite. C'est-à-dire que je trouve qu'il peut avoir des fulgurances et des choses assez fortes quand il s'intéresse au système économique qu'ils mettent en place, sur leur façon de travailler, et notamment sur le côté très épicier de cette organisation-là, le côté très économique, puisqu'à un moment, le personnage se retrouve employé dans une société, etc. Donc, il y a une vision comme ça, qui est quasiment du manuel d'économie que je trouve assez passionnante, mais je trouve qu'il ne la pousse pas assez et qu'il se contente du folklore. Ensuite, on pourra en revenir sur les couleurs qui, moi, On va y aller, alors allons-y sur ces couleurs. J'ai dit couleurs criardes, c'est vrai, c'était peut-être un peu exagéré, mais parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui est très présent tout le long, ce sont simplement ces couleurs. Moi, j'avoue, ça m'a lassé à un moment donné, la couverture est effectivement très belle, Victor Massé de l'Épinay, vous l'avez dit, et à un moment donné, dans la bande dessinée, ça m'a un peu lassé, effectivement. Disons que... Joseph Gohn. Moi, je considère souvent qu'un livre, une bande dessinée, c'est un territoire. Et vous avez le droit d'utiliser ce que vous voulez, et notamment les couleurs. Et ça fait vraiment partie de la lecture et du jeu et du rapport avec le lecteur sur cette façon d'évoluer. C'est aussi important que le dessin, évidemment. Là, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vu la teneur du livre, vu le récit ultra classique, en fait, mes yeux ont saturé très vite. Et c'est vraiment ce rapport-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me lasse de la lecture du récit. C'est-à-dire que je vois à peu près où ça va. Je suis pas très surpris. Et les couleurs rajoutent à ça, ça me fatigue en fait. Donc, c'est pas l'effet que ça a eu sur vous, Victor Massé de l'Épinay. Non, moi j'ai pas trouvé que les couleurs rajoutaient à ça. En tout cas, il y a un mot que vous avez dit, Joseph, sur les rapports entre hommes et femmes en particulier qui sont primaires. Alors, sans faire de jeu de mots sur les couleurs qui sont aussi les couleurs primaires, en effet, il y a quelque chose qui est vraiment de cet ordre-là et qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup plu dans cette bande dessinée, c'est le côté complètement primaire de ce que ça nous montre. Je pense que le principal objet, enfin le principal but de cet auteur, c'est pas de montrer comment marche la mafia. En effet, le côté épicier est très bien rendu, mais c'est de montrer la violence absolument nue. Alors vous dites que c'est moins violent que Will Eisner. Vous pouvez nous dire peut-être qui est Will Eisner pour qu'on se figure un petit peu. Will Eisner, c'est on peut dire le père du roman graphique américain, qui a écrit beaucoup, en effet, sur
le New York de ces années-là et des années d'après-guerre, et qui montre une misère sociale, qui montre les petites gens, les bas-fonds new-yorkais. Là, ça ne nous montre pas d'atmosphère. Ce n'est pas une bande dessinée d'atmosphère. Il n'y a aucune esthétisation qu'on a, y compris dans les films de Scorsese. Il n'y a aucune idée d'honneur. Ces hommes de la mafia n'ont pas une vie intérieure. Il n'y a rien, aucune vie intérieure, aucune émotion, aucune ambiance. Simplement des hommes je le disais, qui se ressemblent tous. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Sur la couverture, on voit ces hommes, mis à part une ou deux différences de corpulence. Il y en a un plus gros et quelques-uns plus maigres. Ce sont des Playmobil qui sont tous habillés pareil, qui ont tous les mêmes pantalons, tous les mêmes chaussures, tous le même sourire un peu bête, et qui suivent le plus bête d'entre eux, ce Mike Diogardi, qui a vraiment une tête de veau sur la couverture, un sourire idiot. Donc il y a un peu une intention presque de dénonciation ou d'ironie, en tout cas de Majus dans cette... Je pense qu'il y a une réflexion ou une envie de montrer ce que peut être un récit de mafia sans aucune esthétisation, et même en prenant une esthétique résolument différente de ce qu'on a d'habitude, qui révèle quelque chose. Et il y a aussi quand même quelquefois une réflexion sur ce qu'on a pu montrer, et sur en particulier le rôle de la bande dessinée. Mike Diogardi, on le voit au début en 1955, il est un petit gros qui se fait harceler par ses copains. Il décide de devenir un gangster en voyant des magazines pulp sur Al Capone, et il se dit voilà, c'est ça que j'ai envie de devenir. Et puis, quelques pages plus loin, au milieu du livre, il y a un assassinat des plus sordides, parce que le traitement fait aux femmes dans cette bande dessinée est vraiment ça, on peut en dire un horrible. mot quand même. Ouais. Mais alors, elles sont quand même réduites au rôle de prostituées, de danseuses dans des bars. Il y a quasiment aucun personnage féminin. Mais je n'ai pas vécu la mafia des années 70, mais je crois que ça révèle quelque chose. C'est pas une caricature. Les femmes sont vraiment traitées comme du bétail tout le long, y compris dans le langage qui est extrêmement cru, extrêmement brutal. Mais alors il y en a un moment un gangster qui vient voir le tueur à gages en disant: est-ce que tu pourrais tuer ma femme parce que j'ai envie de partir avec ma maîtresse et qu'elle m'emmerde. Le tueur à gages va le tuer, il l'étrangle, et la case d'après, c'est en une d'une bande dessinée, et on voit l'image qu'on voit du tueur qui étrangle la femme étant une d'une bande dessinée, et il y a un des gros soldats de la mafia qui lit ça en rigolant, et il y a cette espèce tout de suite de mise en abîme de qu'est-ce que la bande dessinée, le cinéma sans doute, ont fait avec ces récits, à vouloir montrer un peu... En fait, c'est une BD un peu méta, quoi, un peu mise en abîme sur le genre mafia. Ou qui justement décide de montrer qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de méta à faire, que ces hommes sont des types violents, brutaux, primaires, et que... Moi, je suis un peu gêné par cette façon de voir ce livre. En fait, en le lisant, je me suis demandé de quelle époque il datait. C'est-à-dire, je me demandais si ça datait pas des années 70, justement. Parce qu'il n'y a vraiment pas de recul. Il n'y a pas de distance par rapport à ce qui se passe effectivement. Or, je trouve que quand même, quand on a vu Les Sopranos, on ne peut pas faire un récit comme celui-là, notamment dans le rapport aux femmes. C'est-à-dire que même si Les Sopranos se passent dans les années 90 et pas dans les années 70, on voit très bien que la place de la femme dans ces histoires-là, dans ces histoires de mafia, n'est pas du tout celle qui est montrée là, d'une part. Et d'autre part, il y a eu depuis d'autres bandes dessinées, je pense notamment à une bande dessinée qui est un comics américain qui est en cours en ce moment et qui est en cours de traduction aussi en France, qui s'appelle Newburn, d'un scénariste qui s'appelle Chip Zdarsky, et d'un dessinateur qui s'appelle Jacob Phillips. Et là, on est au cœur d'une mafia contemporaine, avec beaucoup plus d'aspérité, beaucoup plus de conflits, avec des choses qui sont autrement plus complexes et qui se situent toujours dans la ville, toujours dans New York, et qui mettent un peu à mal le fait de lire une bande dessinée comme celle-là. Alors effectivement, il y a un côté extrêmement désagréable dans les personnages. Moi, le libraire qui m'a vendu le livre m'a dit oh, c'est bien, mais tu verras, c'est étrange parce que les personnages ne sont vraiment pas attachants. Oui, les personnages ne sont pas attachants. Oui, c'est assez désagréable, mais même la lecture en tant que telle me procure peu d'intérêt, et ça me stimule très peu, alors que... Par exemple, dans les dialogues, est-ce qu'il y a de l'humour dans cette bande dessinée selon vous ? Disons, par exemple, il y a une scène que je trouve assez bien. C'est la scène où justement il se retrouve chez le parrain qui met un disque et qui en gros. C'est la musique qu'on a entendue tout à l'heure. Qu'on a entendue et où ça parle évidemment par image et la musique couvre, etc. Mais ça c'est plutôt extrêmement bien exécuté. Et il y a par ailleurs des grandes pages qui sont très belles, notamment ces espèces de splash page, des pages avec des dessins tout seuls qui sont très très belles. Hein. Je veux pas non plus. Mais
Quand même, j'ai l'impression d'avoir déjà vu un peu tout ça, d'avoir déjà entendu toutes ces choses. Voilà. Mais bon, après, c'est aussi Votre ressenti. Et Mon ressenti. vous avez bien raison, Joseph Ghosn. Pour terminer, Victor. Ouais, en 2 mots, je trouve ça assez intéressant ce que vous venez de dire, Joseph, parce qu'en fait, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut écrire aujourd'hui un livre de mafia comme si on n'avait pas vu Les Sopranos ou sans avoir vu Les Sopranos? En fait, moi, je crois que c'est intéressant, finalement, quelquefois, de revenir à quelque chose d'avant, en se Sûrement. disant, parce que sinon, on a des couches, et on arrive toujours à cette dimension méta de la méta dont parlait Géraldine. Là, en effet, il y a quelque chose, je crois, de primaire, mais moi, j'ai trouvé que l'histoire marchait très bien, qu'esthétiquement ça marchait bien, et que c'était glaçant, mais que ça valait vraiment le coup de le lire. Et je l'ai lu 2 fois, faut dire, et à la deuxième lecture, Bravo. parce que il faut dire quand même une chose, c'est que la première fois, je me suis dit, on comprend pas bien qui est qui. Ça, oui, ça c'est vrai. Les éditeurs de Misma ont mis au début un trombinoscope où on voit les têtes des personnages. J'allais dire, ça révèle plus que ça ne résout le problème. Tous les personnages se ressemblent, quelquefois on sait plus bien qui est qui. La deuxième fois, je l'ai lu avec un peu plus d'attention et l'histoire est quand même très bien construite aussi, et la narration est, je trouve, très bien amenée avec des flashbacks, des choses qui fonctionnent bien. C'était pour la méthode Gemini, BD du dessinateur espagnol Majus, paru chez Misma. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et on change totalement d'ambiance avec Ultrason, BD du dessinateur américain Connor Stead-Schulte. It must have a blowout. Damn it! I knew I should have gotten that spare tire fixed. Didn't we pass a castle back down the road a few miles? Maybe they have a telephone I could use. Hello. Comme dans cet extrait du film Rocky Horror Picture voilà. Show. Voilà, tout le monde s'abonne, c'est pas grave. L'histoire d'Ultrason débute par une crevaison. Nous sommes donc en pleine nuit sur une route de campagne tout à fait rassurante. Vous l'imaginez, Géraldine. Glenn trouve refuge dans une maison isolée. Arthur et sa femme Cindy accueillent ce naufragé, une hospitalité d'abord bienvenue, mais un peu trop généreuse, et elle va rapidement devenir très gênante pour Glenn. Arthur parle beaucoup trop, se livre à des confessions déplacées avant d'atteindre le malaise absolu. Il fait à Glenn une proposition tout à fait incongrue, et je m'arrête là pour ne pas tout dévoiler. Joseph Ghosn, on en parlera peut-être d'ailleurs du reste de l'histoire, mais est-ce que vous avez été séduit d'abord par cette atmosphère assez glauque dans laquelle nous plonge Ultrason? J'ai été extrêmement séduit. Je trouve que c'est un livre passionnant et à mon sens, c'est vraiment un grand livre. Je voudrais juste reprendre votre pitch. Allez-y. Vous avez commencé un tout petit peu après le début. Et le début, c'est le personnage principal qui commence à raconter une histoire à quelqu'un qu'il rencontre. Et je trouve que tout est dans. Il y a beaucoup de choses dans cette première scène. Et on le comprend plus tard au fil de la lecture. C'est-à-dire que tout le livre consiste à raconter une histoire qui est elle-même dans une histoire, qui est dans une histoire, qui est dans une histoire. Vous avez compris pourquoi je vous ai laissé raconter ça, parce que c'est pas facile à pitcher. C'est pas facile à pitcher, absolument. résumé. Mais c'est pas facile à pitcher parce qu'en fait, en lisant le livre, on ne sait pas. On comprend petit à petit vers la fin. Il y a même il y a même des moments où c'est assez problématique d'un point de vue de la narration. Hein. Je ne suis pas à 100%. Je pense que c'est un très grand livre, mais quand même avec pas mal de choses qui peuvent heurter. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est un livre qui a été fait sur une période de 10 ans. Alors attendez, avant de nous raconter comment est-ce qu'on a fait le livre, je vais demander à Victor Massé de l'Épinay, lui, ce qu'il en a pensé. Le malaise du début, vous avez été pris ? Absolument pris par le malaise du début. C'est difficile de parler de l'intrigue en entier de ce livre. On se demande où il faut s'arrêter dans ce qu'on va dévoiler ou pas. J'en ai trop dit ? Non, mais je pense que le début du livre est en fait la meilleure moitié, pour tout dire, et que il y a une tension et un malaise qui s'installent très lentement, très longuement, mais très fortement. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, une fois que le ressort est bandé, ensuite les choses peuvent s'accélérer. Mais ce début et cette atmosphère sont vraiment passionnantes. Et en effet, ça commence par un dialogue de 2 copains qui se retrouvent dans un café et qui se racontent, au dire de l'un d'eux, une longue histoire de cul bizarre. Ça commence comme ça. C'est une longue histoire bizarre. Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que de boire une bière en se racontant des longues histoires de cul bizarres ?
Et tout de suite après, il y a cette atmosphère avec cette crevaison bizarre. Et non, je trouve aussi que c'est un très très bon livre, même si j'ai vraiment une première moitié qui marche très bien et une deuxième qui embrouille tellement qu'au bout d'un moment, on a quand même du mal. Il faut quand même peut-être nous dire pourquoi c'est bizarre, parce que, moi qui n'ai pas lu la BD, pour le coup, je pense qu'il faut peut-être légèrement spoiler pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. On va essayer de spoiler. C'est une telle complicité que c'est même compliqué de spoiler. Oui. C'est-à-dire que donc le récit, c'est ce garçon qui se retrouve sur une route, sa voiture, les pneus de sa voiture crèvent. Il est recueilli par un couple. L'homme lui parle beaucoup et lui propose de coucher avec sa femme parce que lui n'arrive plus à coucher avec elle. À partir de là, il y a des pages d'une scène de cul qui sont vraiment très assez impressionnantes, vraiment très impressionnantes. Même la façon dont elles ont été faites est vraiment impressionnante. On pourra en parler après. Et petit à petit, alors le personnage principal s'en va. Il fuit en fait parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose qui se trame qui n'est pas logique. Il fuit, mais les autres le retrouvent. Il va se faire rattraper effectivement par ce couple. Il se fait rattraper. La fille lui dit qu'elle est enceinte. Il ne comprend pas, mais elle est quand même enceinte. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent et qui sont extrêmement étranges. Et on comprend qu'il y a des choses sous-jacentes. On ne va pas dévoiler parce que ce serait un peu trop complexe. Victor, peut-être vous compléter. Allez, on peut dévoiler un tout petit peu plus. Attention. Hein. La femme lui dit, c'est plutôt le mari qui vient lui dire, ma femme est enceinte. En lui montrant une cassette vidéo, ça prend plusieurs pages. On va trouver un magnétoscope. On n'est plus à l'époque des magnétoscopes. Une fois qu'on a le magnétoscope, il faut trouver le bon câble. Tout ça, c'est ça, cette atmosphère bizarre. C'est pourquoi est-ce que ça prend tant de temps? Qu'est-ce qu'ils veulent lui dire? Comme un cauchemar, un peu presque. Et finalement, ma femme est enceinte. Il ne comprend pas parce que techniquement. C'était il y a quelques jours ou quelques heures? Non, c'était quelques mois avant. Non, c'était quelques mois auparavant, mais le rapport sexuel n'est pas allé au bout. L'homme n'a pas éjaculé, donc il dit c'est bizarre. Bon, elle est enceinte. Et en même temps, on voit une femme enceinte qui se regarde dans son miroir et dans le miroir, elle n'est pas enceinte. Et en même temps, nous, on regarde des dessins et sous les dessins, il y en a d'autres et on voit des transparences. On voit des bulles qui recouvrent d'autres bulles et on se dit, attends, qu'est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et puis, dans la cassette vidéo que montre le monsieur où il dit, voilà, je vais te montrer ma femme qui est enceinte, ça commence avec, c'est enregistré sur une émission qui s'appelle Humiliation sous hypnose. Et il dit, j'adore cette émission. Voilà. Donc là, j'en dis pas trop, mais il est quand même question d'hypnose, de réalité superposée. On comprend la dimension cauchemardesque, en tout cas. Cauchemardesque, et surtout peut-être sur la forme aussi, vous avez commencé à le dire, Victor, mais décrivez-nous ce dessin, décrivez-nous cette transparence, ces couleurs aussi qui nous aident peut-être à nous retrouver, à trouver en tout cas quelques repères dans cette histoire. Joseph Gaul. Alors il faut comprendre une chose, c'est que le livre a été fait en plusieurs fois. Il a été publié en 3 ou 4 épisodes par un petit éditeur anglais qui s'appelle Breakdown Press, qui a la spécialité d'éditer des livres en risographie. La risographie, c'est une forme mécanique et un peu plus industrielle de la sérigraphie. C'est-à-dire que la façon dont les couleurs sont imprimées ressort d'une façon très forte, notamment quand ce sont des couleurs prises d'une seule couleur, etc. Donc il y avait dès le départ une volonté d'appuyer sur les planches et dans la page des couleurs qui ressortent. Et les couleurs sont très différentes selon les moments. Il y a une seule couleur par page. On a l'impression que c'est comme fait avec un stylo bic. Parfois, les couleurs se superposent. Il y a un vrai jeu d'atmosphère à partir de la façon dont c'est imprimé. Et même d'ailleurs la scène de sexe dont je parlais tout à l'heure, qui fait plusieurs pages, cette scène, en fait, il l'a dessinée, ensuite il l'a scannée, et il a photocopié et il a rescanné à partir de l'envers des pages et il a fait ressurgir du noir de l'envers des pages son dessin. En fait, c'est ça qui nous met aussi dans cette ambiance. Tout vraiment, il y a un vrai travail sur la matière, sur les couleurs et sur les superpositions. Et moi, je trouve qu'à partir de là, et au-delà même du récit et des intrigues et de la façon dont on se perd, il y a un vrai travail sur la bande dessinée elle-même. C'est-à-dire, je trouve que c'est un très grand livre qui raconte la bande dessinée et ses possibilités. C'est-à-dire que d'un coup, vous vous retrouvez face à une page qui, en fait, en comporte plusieurs, sur laquelle il peut y avoir des choses qui dégoulinent, des superpositions, des étrangetés, et d'un coup, les choses se télescopent. Et ça arrive jusqu'à quasiment une des dernières très très belles pages finales, cette espèce de double page
où en fait il y a deux réalités, deux mondes qui se télescopent. Et là, vous comprenez qu'en fait, c'est quasiment un livre sur la bande dessinée. Et vous le comprenez d'autant plus que quand vous regardez la biographie de l'auteur, vous voyez qu'en 10 ans, il est passé quasiment de barman à prof de graphisme. Ouais. Et qu'on est vraiment dans ça. C'est-à-dire que presque on a évolué avec on a évolué avec son dessin. Son dessin pourtant, évolue. Victor Massé, il y a aussi toujours une forme d'unité, en fait. Parce que il a effectivement commencé il y a plusieurs années, fait en plusieurs fois, publié à chaque fois. Et là, on a l'unité complète de son œuvre. Ouais, la forme d'unité, c'est d'abord que le récit est aussi très bien construit et que c'est un récit dont presque un page-turner. On a envie de savoir la suite. C'est une intrigue. Oui, ça ne devient pas complètement fou, on n'est pas complètement Non, dérouté. absolument pas. Alors, ça ne devient pas complètement fou, mais pour le coup, quelquefois, je pense qu'il ne faut pas la lire, comme j'ai voulu le faire à un moment, en essayant de comprendre le discours sur la bande dessinée, en disant est-ce que telle couleur correspond à tel moment, parce que là, j'ai fait pareil. Je vous l'avoue, j'ai fait pareil. Ça, c'est après. Oui, mais C'était à votre deuxième lecture, non, Victor? Absolument. C'était à ma deuxième lecture qui m'a plus paumé que la première. La première, j'étais dans l'histoire. La deuxième, j'ai essayé de comprendre ce qu'il avait fait et je me suis un peu perdu. Et moi-même, en fait, c'est un peu si on évoque les atmosphères, il y a du Hitchcock, mais il y a du un peu Shutter Island. Vous voyez, Mais c'est Lynch, quoi. Oui, ou Lynch. Mais qu'est-ce qui est vrai, qui est piégé? Enfin, c'est des gens qui sont hypnotisés. Et puis, en fait, c'est hypnotisé au carré. Celui qui croit être hypnotiseur est en fait lui aussi hypnotisé. Et ces réalités se superposent et nous perdent quand même, nous perdent assez largement au bout d'un moment. Est-ce qu'on n'est pas content de se perdre? Moi, je trouve qu'on est absolument content de se perdre. Juste pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que les 200 premières pages se lisent, mais à une vitesse folle. Le récit est d'une limpidité, d'une clarté, on est pris. Après, il y a peut-être 50 pages qui sont un peu complexes, où on se perd un peu. Mais par contre, toute la fin, les 100 dernières pages sont vraiment remarquables et elles entraînent vraiment le récit vers quelque chose d'assez époustouflant. Et on comprend que ce qui était au départ une mauvaise histoire de sexe devient une vraie histoire de paranoïa contemporaine. Et ça, c'est très très fort. 380 pages au total pour ce ultrason. Signé donc Connor Stechschulte. Est-ce que ça se prononce comme ça? Oui. Connor, en tout cas, ça se prononce comme ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Victor. Chez Cambourakis, traduit de l'anglais par Géraldine Chognard. Et puis je signale aussi que la BD d'ailleurs a été adaptée en film en 2021. Vous pouvez donc retrouver aussi cette histoire sur les écrans et on met évidemment toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Victor Massé de l'Épinay, merci. À très bientôt. Joseph Gonne, vous aussi, directeur adjoint de la rédaction de Marianne Figaro, de Madame Figaro. Marianne Figaro. Voilà, on mélange tout ce midi. Cette table critique et toutes les autres sont en réécoute sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.